Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau dialogue littéraire du mois de février. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à la Maison de la Fontaine, située en plein cœur du quartier de Recouvrance à Brest. Elle accueille alors diverses expositions mettant en avant des artistes locaux. Se tient jusqu'au 28 février une exposition intitulée « De l'amusement à chevaucher les vagues ici » et dans laquelle l'artiste Edgar Flo donne à voir des objets historiques de glisse permettant de s'amuser sur les vagues. Au cours de cette émission, nous retrouvons Marion au rayon Sciences Humaines qui partagera avec nous 3 de ses coups de cœur. Mais auparavant, nous nous entretiendrons avec Christian Boujard, puis avec François Bégodeau et Sean Rose. Christian Boujard est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Brest. Il est spécialiste de l'histoire de la Bretagne au XXe siècle. Il vient de publier Les années 68 en Bretagne aux presses universitaires de Rennes, un ouvrage richement illustré dans lequel il fait vivre au lecteur les grandes mutations d'une société. Christian Boujard, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Les années 68 en Bretagne, un très bel ouvrage paru aux presses universitaires de Rennes et dans lequel vous revenez sur la période qui s'étend de la fin de la guerre d'Algérie en 1962 à l'alternance politique de 1981, année de profondes et rapides mutations en Bretagne. Vous en proposez dans ce livre une première synthèse historique, agrémentée d'une riche iconographie. Et cette synthèse passionnante nous éclaire sur la Bretagne d'aujourd'hui, marquée durablement par l'empreinte des années 68. Alors, dès l'introduction de l'ouvrage, vous exposez ces 2 partis pris, qui sont d'ailleurs apparents dans son titre, à savoir adopter une approche régionale qui s'inscrit dans un contexte national et s'intéresser à mai 68 sur un temps long. Alors, dans quelle mesure ces 2 choix permettent-ils de mieux comprendre l'événement et ses prolongements ? D'une part, effectivement, il y a les événements eux-mêmes qui méritaient, je crois, une étude assez approfondie en dehors de ce qu'on connaît, à savoir les événements parisiens. Et en Bretagne, comme dans le reste de la France d'ailleurs, il y a eu toutes les formes de mobilisation pendant ce mois de mai et le mois de juin 1968. Et puis aussi d'analyser les prolongements dans la décennie 70. Et il me semble que ces années-là sont, en France, mais en Bretagne plus encore, des années tournants, parce que les mutations en cours s'accélèrent et donnent naissance au paysage que l'on connaît aujourd'hui dans un tas de domaines. Alors votre ouvrage commence donc au début des années 60, période de forte croissance en France, mais où la Bretagne fait encore figure de région agricole et maritime souffrant d'un retard de développement. Et les élites politiques bretonnes ont le sentiment que la Bretagne est sinon sacrifiée, du moins laissée pour compte. Quel rôle va alors jouer ce sentiment dans les vagues contestataires qui en Bretagne débutent précède mai 68. Alors, je crois que ce sentiment, cette représentation d'une Bretagne sacrifiée dans le cadre d'une France en pleine expansion est tout à fait fondamental. En fait, le thème fédérateur, et qui a été impulsé notamment par le Célib, c'est cette idée que la Bretagne, c'est d'ailleurs le thème de la première grande manifestation du 8 mai 68, la Bretagne veut vivre, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se mobilise pour défendre ses intérêts économiques, même si l'État central a déjà fait des efforts depuis plusieurs années. Je fais démarrer d'une certaine façon mai 68 en 67, c'est paradoxal, mais il y a 2 grandes manifestations paysannes à Redon et à Quimper, celle de Quimper étant d'ailleurs violente en 67, et puis il y a des mobilisations ouvrières au printemps 68 qui font qu'il y a une mobilisation très forte avant même les événements parisiens qui sont provoqués par la contestation étudiante. La première usine occupée en France, c'est à Nantes, c'est l'usine Sudaviation, le 14 mai, le lendemain de la grande journée de mobilisation du 13 mai. Et donc, ça va très vite après, ça se développe dans d'autres régions. Mais d'une certaine façon, la Bretagne, pour ses raisons propres, a donné une impulsion à ce vaste mouvement de contestation. Il y a une autre caractéristique de l'ouvrage dont on n'a pas parlé, c'est que c'est un ouvrage illustré avec une très riche iconographie, près de 260 documents, dont de nombreux inédits. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la façon dont le livre s'est construit et des recherches qui ont été faites pour cet ouvrage? Oui, la recherche iconographique, alors je dirais que j'ai fait le tour des archives municipales des différentes villes de Bretagne, des principales villes, qui m'ont gracieusement, je dois le dire, fourni une documentation. J'ai fait appel aussi à mes propres archives de la période, mais j'étais étudiant au début des années 70. Donc ça fait, je crois, la richesse, la diversité de cette iconographie.
Nous avons eu aussi le plaisir de recevoir François Bégodeau et Sean Rose. Le premier est écrivain et scénariste, le second est journaliste, critique d'art et romancier. Dans Une certaine inquiétude, paru aux éditions Albin Michel, on peut lire les lettres que les deux hommes ont échangées. L'un est croyant, l'autre est athée. Leurs échanges montrent une vision ultra-contemporaine d'une question qui demeure vive. Nous les retrouvons tout de suite au micro de Laurence. François Bégodeau et Sean Rose, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors, Une certaine inquiétude, c'est le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Albin Michel et dans lequel vous vous livrez à un échange épistolaire sur la question de Dieu, en vous intéressant notamment à la zone grise où s'entrelacent le doute et la foi. Alors, avant tout, quelle est-elle cette inquiétude qui vous agite, que vous partagez peut-être et qui vous a mené à ce livre ? C'était en quelque sorte une tendance qu'on a l'un et l'autre à ne pas être complètement assis sur un certain nombre de convictions, quoi. C'est plutôt un principe de mobilité. Comme Sean est, on va dire, un croyant inquiet et moi, un non-croyant inquiété par les choses de la foi, disons, ça crée un espace de rencontre. Mais c'est différent, mais il faut quand même s'asseoir un peu même si on ne voit pas les mêmes choses, voilà, s'asseoir du même côté. C'est-à-dire que pour voir les choses, si c'est un dialogue entre un athée pur jus et un fou de Dieu, ça se termine à la deuxième correspondance, à la deuxième lettre. C'est-à-dire l'un dit je crois en Dieu, l'autre dit je crois pas en Dieu. Mais l'idée, c'est quand même d'orienter son regard vers des choses qui étaient similaires, surtout cette zone grise où les choses ne sont pas si nettes. Donc il fallait qu'on se titille, qu'on dialogue, qu'on essaie de dire toi tu vois quoi là et dire ce qu'on voyait nous. Alors, dans vos échanges, vous remarquez notamment la place nulle qu'occupe la foi et non la religion, dans les disputes contemporaines. En quoi est-ce qu'il est important, selon vous, que cette question ne soit pas soldée et soit de nouveau abordée ? Pour ce qui me concerne, je ne suis pas sûr que ce soit si important qu'elle se réinvite dans le champ public. Moi, ça me va très bien qu'on n'en parle jamais. Je le constate, c'est moi qui le fais dans une des lettres. J'observe que la question de la foi a très peu d'existence publique, dans les débats publics, etc. Et son lieu peut-être privilégié est précisément le livre, le dialogue entre amis, le dialogue intime entre amis. On n'a pas besoin pour ça d'un plateau de télé ou que cette question remonte jusqu'à des sphères de pouvoir, et même on pourrait dire que ça serait inquiétant. Parce que finalement, l'horizon de ça serait la théocratie, quoi. Je veux dire, si vraiment la question de Dieu est saisie par les pouvoirs publics ou saisie par le champ politique, alors on ne sait pas où ça va nous mener. Donc moi, ça me va très bien que ce soit une question intempestive, peut-être même surannée pour certains. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a un absentement. François écrit sur la critique littéraire en parlant d'absentement du texte, mais moi, je trouve que même parfois dans des milieux, on va dire, chrétiens ou catholiques, il y a un absentement de la théologie, c'est-à-dire que les gens ne sont pas très intéressés, très curieusement, par des questions que nous abordons, qui sont des questions, sans être théologien, théologiques, c'est-à-dire la question de la grâce, de l'humilité, de beaucoup de choses qui sont présentes vraiment dans les textes et qui sont intéressantes. Par exemple, la question de l'abaissement de la kénose, ce qu'on appelle la kénose, c'est-à-dire l'évidement de Dieu qui permet à ce que le Christ devienne homme, de l'incarnation. Toutes ces choses sont un peu absentes par des débats qui sont presque des débats sociétaux dont s'emparent en fait les catholiques ou les chrétiens eux-mêmes. Alors ces échanges, ils ont duré à peu près 1 an. Il y a de nombreux points de désaccord, mais un dialogue qui continue, que tous les thèmes abordés se font dans le dialogue aussi. Est-ce que ces lettres, elles vous ont mené dans des directions insoupçonnées ? On avait quand même beaucoup parlé, avant de se lancer dans la correspondance en tant que telle, on avait parlé de ces choses-là au café de façon un peu informelle, intermittente. Je veux dire qu'il n'y a pas eu de révélation. Ah, en fait, j'aurais jamais cru ça de Sean ou lui, pensant, je n'aurais jamais cru ça de lui. Je pense qu'on était tous les deux un peu prévenus. Le livre nous a permis d'approfondir les questions. Il y a une scène que je trouve très belle qu'il relate, puisque je l'ai invité à une messe, c'était une messe du mercredi des Cendres. Et voilà, il a tout analysé lui-même, son ressenti de ce moment. Je trouve que c'est des choses très très belles qui n'auraient pas eu lieu si, disons, en tant qu'œuvre littéraire, si on n'avait pas correspondu dans ce livre. Nous voici à la librairie où nous retrouvons Marion qui va nous présenter 3 de ses coups de cœur. Bonjour Marion. Bonjour Élise. Alors je crois que tu vas commencer par nous présenter un livre de politique. Exactement.
Alors le premier livre que j'ai choisi de vous présenter, c'est le livre sur Aung San Suu Kyi, qui s'appelle Aung San Suu Kyi, une icône fracassée, écrit par Bruno Philippe et publié ce mois-ci aux éditions Les Équateurs, en expliquant notamment les déplacements de population en Birmanie, notamment des Rohingyas, poussés par les autorités birmanes hors des frontières. Bruno Philippe, lui, s'interroge sur la non-réaction en fait, d'Aung San Suu Kyi face à cette tragédie humanitaire et humaine. Alors parce qu'il faut savoir que c'est une ancienne prix Nobel de la paix. Beaucoup de journalistes là-bas disent qu'elle est sous l'emprise de la junte, qu'il a toujours encadrée, enfermée, même pendant très longtemps. D'autres diront qu'elle s'est plutôt fourvoyée et qu'elle a pris goût au pouvoir. Et est-ce que Bruno Philippe défend un de ses points de vue Donc il la connaît très bien, il l'a déjà rencontrée. Et il dit que c'est une femme très dure, très arrogante, très difficile à cerner, qui a fait beaucoup de méditation, donc qui a un énorme recul, qui est très difficile à comprendre. Merci beaucoup. Et pour continuer, je crois que tu vas nous présenter un témoignage. Exactement. Le témoignage que j'ai choisi, c'est celui de Guillaume Alemany. Ça s'appelle Les Aventures de Kawi. C'est paru le mois dernier, en décembre, chez l'Harmattan. Il explique qu'il était un enfant un petit peu à l'écart, un petit peu à part, qui n'avait pas beaucoup d'amis, qui n'avait pas beaucoup confiance en lui. Il a donc pris ses bagages, il est parti en Thaïlande. Et une fois revenu en Bretagne, il a réussi au bout d'un moment tout seul à comprendre que c'était sans doute de l'autisme qu'il avait. Et au bout de 8 mois, le diagnostic est tombé, il est bien autiste Asperger. Moi j'ai trouvé ce récit vraiment très courageux parce que c'est un jeune homme qui essaye, qui ne lâche rien tout seul, qui persévère et qui montre qu'il est capable de faire ce dont personne ne le croyait capable. Et enfin, tu vas nous parler des Vikings. Oui. Ma dernière lecture en date d'ailleurs, c'est celui-là, Au temps des Vikings, d'Anders Winroth, qui vient de paraître aux éditions de la Découverte. C'est un ouvrage très, très prenant, très passionnant, très coloré, vivant sur le temps des Vikings. Les chefs vikings ne sont pas là juste pour amasser un maximum de richesses, mais au contraire pour les partager. Et que c'est comme ça qu'ils réussissent à fidéliser leurs guerriers qui vont se battre pour eux volontairement. À travers des chapitres vraiment très, très vivants, très prenants, très bien imagé et coloré, il explique comment les 10e, 11e et 12e siècles ont constitué le temps fort de ces peuples du Nord. Merci beaucoup Marion pour tes 3 beaux conseils de lecture qu'on a hâte de découvrir. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Je serai ravie de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau dialogue littéraire. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Thank you.